Ouais, parler de la mort et l'accompagner me rend vivante, c'est vrai. C'est vrai, je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivée à Naufle, j'ai accompagné, hein, on va commencer par là, les premiers accompagnements, ah oui, non, c'est le plan, les premiers accompagnements que j'ai faits. J'ai accompagné une amie que j'ai rencontrée, j'avais 14 ans, elle en avait 50, c'était mon professeur de piano, on partageait des choses très belles ensemble. Et j'étais un peu la seule autour d'elle, et elle a perdu la vue, enfin voilà, et c'est venu assez naturellement que d'être là pour elle, dans l'amitié. Et puis, quand elle a eu 80 ans à peu près, Françoise elle s'appelait, elle m'a dit qu'elle voulait que je sois sa personne de confiance. La personne de confiance, c'est la personne qui est désignée par celui qui va partir pour faire les formalités ou demander un non-acharnement thérapeutique ou voilà. Et je me suis tout de suite, j'ai dit, mais enfin Françoise, et elle m'a dit, oh ça va, parler de la mort, ça fait pas mourir. Ok, ça c'est fait. J'avais, donc j'ai 52 ans, elle en avait 80, c'était il y a 20 ans, à peu près. Voilà, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais merde, c'est vrai en fait. Bon, elle est venue, donc j'ai déménagé à Naufle, je l'ai emmenée à la maison de retraite à Gisors parce qu'elle habitait Boulogne, je ne pouvais pas aller la voir tous les jours. Et puis on a parlé, on a commencé à parler de la mort et on a commencé à parler. Et cette femme m'a appris à dédramatiser le sujet. Et du coup, je suis devenue sa tutrice, je suis devenue... voilà, j'ai fini par la porter complètement jusqu'à la fin. Et grâce à ces discussions qu'on a pu avoir, grâce à ces moments informels, formels parfois, mais j'ai compris qu'en fait, en parler avec la personne qui était concernée, quand c'est possible, et du coup préalablement avant, et donc dès qu'on peut en réalité, parce qu'on ne sait pas quand la vie peut s'arrêter, et ben ça aide. Ça aide. Se préparer n'enlève pas le chagrin, c'est pas ça, hein, mais ça permet de se dire, c'était le cas avec Françoise, c'est de dire, ben voilà, on a fait tout ce qui nous était possible de faire pour que ce passage-là se passe bien. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de la peine après, ça ne veut pas dire que j'ai pas fait un deuil après, le deuil d'une présence. Et puis j'ai aussi accompagné. Alors, vous voyez l'œil de ce cheval là qui s'appelle Éole. Alors ça, c'est un être qui a disparu de ma vie. Je suis tombée très amoureuse de lui. Et parce qu'il était enfermé dans un box, il mordait, il était agressif. Et je veux savoir pourquoi. Moi, je m'étais mis dans la tête que ce cheval-là, j'allais le remettre droit dans ses sabots, quoi. Et puis on a passé des heures et des heures aux écuries. Il a été déménagé dans un pré. J'ai fini par le retrouver parce que personne m'avait dit où il était. J'ai finalement retrouvé. Et j'ai passé un an tous les jours avec lui, pendant mon burn-out justement. C'est le cheval qui m'a ouvert la voie vers les chevaux. Et je passais des heures et des heures avec lui jusqu'au jour où je suis arrivée au pré. Le pré était vide. Ça, c'était ouf. Quand même, un choc, parce que évidemment, je m'y attendais pas du tout. Je n'étais pas du tout en contact avec son propriétaire, donc je savais pas. Et ça a été un deuil absolument affreux, parce que il était vivant, et faire le deuil d'une relation alors qu'elle elle a encore un potentiel d'existence, c'est très compliqué. Et c'est lors d'une séance avec un autre cheval que j'ai compris que parce qu'Éole était un cheval, je pouvais avoir cette relation-là avec lui. Puisque les chevaux sont des aides d'amour inconditionnel, ils nous écoutent, ils ne nous donnent pas de conseils, ils ont cette bienveillance et cette écoute silencieuse, à laquelle je vais revenir après, qui est facteur d'apaisement, source de beauté et d'inspiration. Il y a eu aussi Festival, qui était un cheval, qui n'est pas sur la photo là, mais qui est mort dans mes bras cet été. C'était le premier que j'ai accompagné jusqu'à la fin. Il avait l'épaule cassée, donc irréparable.
Un cheval qui a une épaule cassée, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus manger, et donc il va mourir de faim. Et donc il faut... Un cheval passe 19 heures par jour à brouter, hein, donc il marche tout le temps. Et s'il lui manque une patte, eh ben, il ne peut plus avancer, il ne peut plus se nourrir, et donc c'est terminé. On dit souvent pas de sabot, pas de cheval, et c'est assez vrai. Et donc sa propriétaire m'appelle en me disant oh là là, ça va pas, festival, bon. Et le vétérinaire vient, me montre la radio, et là je me dis c'est bon, ça se remettra jamais, tout était cassé, l'épaule était cassée, l'os fondu en deux, il n'y a rien à faire. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je reste, il faut que je sois là. C'était plus fort que moi, en fait. Et donc, on a fait une piqûre en intraveineuse pour trouver la veine. On a sédaté le cheval, alors il tanguait un peu, et puis on l'a endormi, on l'a couché, il s'est couché. Et puis, on a mis la dernière piqûre qui... l'a envoyé au paradis des chevaux, si on y croit. Après, ça dépend vraiment des croyances. Je suis toujours très très prudente avec les croyances qu'on peut avoir, parce que ça dépend vraiment de chacun. Et je pensais que j'allais réagir en étant bouleversée, parce que je l'aimais beaucoup, ce cheval. On avait joué à l'eau, on avait une complicité entre nous, enfin voilà, et... Puis j'avais connu le deuil d'Éole, comme si on m'avait arraché un bras, donc je m'étais dit, un cheval quand ça part, moi je peux pas en fait. Ben si, j'ai pu. Non seulement j'ai pu, mais en plus j'étais assez heureuse d'avoir pu accompagner jusqu'au bout. J'ai accompagné aussi d'autres humains, Jacques et Hilda, Jacques qui était mon parrain, et j'ai vécu aux États-Unis, et ma maman d'accueil s'appelait Hilda, et elle est morte d'un cancer en 2 ans. Je ne l'ai pas accompagnée jusqu'à la fin parce que les États-Unis c'est long, mais j'ai fait le voyage pour aller la voir avant qu'elle parte vraiment. Et ça m'a permis de prendre conscience d'une chose qui rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux chevaux, c'est que une présence silencieuse qui ne répond rien, qui n'a rien à répondre, et qui est simplement dans l'accueil de ce qui est là, c'est déjà énorme. C'est déjà faire quelque chose. Souvent face à la mort, où on se sent complètement démuni. On est happé par des émotions qui font qu'on ne sait plus quoi faire. Mais je suis impuissant, je ne peux rien faire. Mais si on est là, simplement être présent, attentif à ce qui est, on fait déjà quelque chose. Quand on aide quelqu'un, on était plusieurs à parler de l'aide, quand on aide quelqu'un qui est en fin de vie et qu'on l'accompagne, le simple fait d'être à côté, de tenir une main ou d'être simplement là en silence. Françoise n'était pas très tactile, on n'avait pas d'échange de tendresse, je lui tenais rarement la main, mais simplement d'être une présence pleine et entière. Ça ouvre un espace d'apaisement en réalité. Voilà. Et encore, c'est encore différent du deuil. Et puis j'ai fait un autre deuil aussi qui était lié à mon changement de vie. Le jour où j'ai choisi d'arrêter d'être à l'éducation nationale. Donc j'ai perdu mon réseau, mes amis. J'ai perdu plein de gens et ça aussi finalement, ça a été un deuil à faire. Alors voilà, il y a accompagner et puis faire le deuil. Et les deux, pour moi, appellent la même ressource, c'est-à-dire cet espace de silence en nous, où on regarde les choses à partir du silence de soi et où on porte sur ce qui se passe un regard ouvert et présent, qui dit simplement « je suis là » et qui ne va pas plus loin. Et finalement, une fois qu'on se dit ça, on est vachement moins démunis. Hein. On dit, ça, je peux le faire. Je peux écouter quelqu'un qui pleure. Je peux écouter quelqu'un qui pleure sans rien répondre. Sans lui dire, mon pauvre chéri, comme c'est dur. Ou, alors tu devrais peut-être. Puis t'as essayé, t'as l'huile essentielle, et puis t'as essayé. Non, mais c'est bon, quoi. Un truc juste d'être là. Voilà. Parce que finalement, quand on perd un être, ou quand on perd un animal, il y a un espace en soi qu'on a donné à l'autre dans la relation.
J'aime quelqu'un et je lui donne de l'espace. François, je la voyais tous les jours. Tous les dimanches, elle venait chez moi. On faisait une popote tous les dimanches et elle a pris de l'espace. L'espace dans le temps. Hein, elle a pris un espace temporel. Elle a pris un espace avec la musique entre mes oreilles. Voilà. Et Hilda, elle avait un espace dans sa maison à elle où elle portait un peu sa famille, où elle était... Et j'admirais beaucoup cette femme et cet espace d'admiration chez moi. Mais le jour où il est parti, il s'est retrouvé tout vide. Et je me suis retrouvée dans un tout vide. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est quoi faire avec ce vide en nous. Parce que comment est-ce qu'on va le remplir à nouveau? Comment l'espace que j'ai donné à quelqu'un, ou à un bout de ma vie, ou à un animal, je vais pouvoir me le réapproprier et construire dedans quelque chose de nouveau. Et pour moi, le deuil, c'est ça. Il y a la tristesse liée au manque et au vide que ça crée. Et en même temps, c'est ce passage de cet endroit-là à un autre qui, lui, est beaucoup plus plein, qui est l'endroit de gratitude. Je remercie de ce qui a été. Je remercie Françoise de m'avoir dit parler de la mort, ça ne fait pas mourir, parce que sans elle, je ne serais pas là devant vous. Je remercie Hilda de m'avoir montré avec Bill les moutons, les ânes, les machins, parce que ça a certainement joué dans ma rencontre avec la nature et les chevaux. Je remercie Éole qui m'a ouvert clairement la voie. Les personnes ou les êtres qu'on a perdus nous ont apporté quelque chose. Et arriver à passer de cet espace de l'absence à ce plein de gratitude est un moyen. Ça ne se décrète pas, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile à faire. Hein. Mais en tout cas, c'est là où le deuil se fait. Je ne vais pas vous faire la théorie sur la courbe du deuil qu'on connaît bien et qui est vraie d'ailleurs. C'est une chose que de raconter quelque chose sur le deuil et c'est une chose quand on le vit ou qu'on l'a vécu. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être dans la théorie. Alors le deuil, voilà, vous allez passer par-ci, par-là. Parce qu'en fait, moi, quand je suis dedans, je vois bien que j'en ai rien à foutre de ça, ça me parle pas, et que j'ai envie qu'on soit là pour moi et qu'on m'écoute et qu'on se taise. C'est ça. Et c'est ce même pouvoir, du coup, c'est ce même cadeau que je peux faire, que je peux me faire ou faire aux autres, via l'accompagnement de la fin de vie et l'accompagnement du deuil est lié à la fin de vie. Parce que chaque départ peut être différent, il peut être brutal, il peut être accidentel, il peut être la vie finalement tient à pas grand-chose. Hein. Demain, je vais sortir ce soir, et demain dans un accident de voiture, terminé Schulman, il n'y a plus personne. Du coup, et vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure, ça nous renvoie aussi à notre propre départ. Je vous parlais de l'espace de présence que vous pouvez vous offrir et vous pouvez offrir à l'autre, que vous accompagnez, qui, à mon avis, est le meilleur des cadeaux que vous puissiez faire. Et puis aussi, faire un truc que j'ai fait qui paraît complètement fou. Vous pouvez lire, faire son testament. Quand j'avais acheté un studio, j'avais 20 ans et je m'étais dit je le louerais et voilà, donc j'avais un bien. Du coup, j'avais un acte de propriété, je m'étais dit si je meurs demain, je vais voir à qui ça va, enfin voilà. Puis en faisant cet exercice qui est complètement insignifiant parce qu'on est sur des biens matériels et tout, je me suis dit mais ça va pas en fait de le faire comme ça. Faut que je le fasse vraiment bien. Et donc j'ai fait le petit courrier qui va bien à toutes les personnes proches, à qui je m'imaginais, peut-être à raison ou à tort, on ne sait pas, mais j'imaginais que j'allais manquer mes parents, mon frère, les amis. Et j'ai pris un temps en me positionnant après mon départ pour dire voilà, de là où cet endroit maintenant où je ne suis plus avec toi, voilà ce qui nous a reliés. La colère, les conflits, les moments complices, les souvenirs, gays ou moins gays. Voilà. Et de là où je suis, je vais porter sur notre relation ce regard pacifié. Puisque de toute façon, il n'y a plus de drame possible puisque je ne suis plus là.
Et j'ai fait comme ça, je sais pas, une petite dizaine de courriers. C'était pas très grand, hein, c'était des feuilles A5 comme ça, recto, verso, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ça m'a fait un bien. Je me suis dit, en fait, libre de partir, je suis libre de vivre. Et ça m'a remise en vie, m'a vivifiée dans une forme de liberté intérieure que je ne me serais certainement pas autorisée avant. Ah, on ne fait pas ça, les gens vont penser que... Et machin. Mon être social était complètement, du coup, déconditionné. Mon être authentique, lui, était beaucoup plus présent. De me dire, bah, mais en fait, maintenant, c'est bon. Là, je suis vivante et là, la vie, c'est maintenant. Et c'est maintenant parce que demain, ça peut s'arrêter. Et que comme tout est prêt, que tout est dit, que ce qui n'a pas été dit avant a pu s'exprimer par ces courriers. On ne peut pas toujours parler aux gens qu'on ne voit plus. Moi, je pense à mes parents, je ne les ai pas vus pendant des années. D'avoir fait ces courriers-là, au moins c'était dit, c'est fait, ça c'est fait, c'est plus à faire. Et ça a ouvert une autre porte. Ça a ouvert quelque chose de différent. Puis un autre exercice que j'avais fait aussi. Excusez-moi. Dans un... Ouais. Les courriers, vous les avez postés? Non, non, ils sont avec mon testament. D'accord. Non, ils sont... Et je les relis régulièrement pour vérifier s'ils sont toujours corrects. Et je vois que j'avais vachement bien bossé parce que je m'étais vraiment située en me projetant de cet endroit-là. Et c'est toujours ça. Et j'ai fait cet exercice il y a une vingtaine d'années. Et je vois que c'est encore... Si les relations ont changé, je vois que le fond, l'essence des choses, c'est quand même ça. Et puis il y avait un autre exercice que j'avais fait, alors là qui était dans le cadre d'un accompagnement de coaching pour monter mon entreprise et machin, à trouver sa raison d'être. Quelle est ma raison d'être? Et on disait, vous faites votre raison finale, c'est plutôt à destination des gens qui doutent d'eux. Hein. Qui doutent d'eux, qui ne savent pas comment prendre leur place dans leur vie. Vous vous mettez dans la tête de vos amis ou des gens qui vous aiment, parce qu'il y a forcément des gens qui vous aiment. Même s'il n'y en a qu'un, il y en aura fort, voilà. Hein. Et vous écrivez à sa place le texte qu'il va lire au moment de votre enterrement. C'est curieux, hein, comme... Eh bien, ça fait du bien aussi. Parce qu'on peut se voir toutes les qualités qu'on n'a pas su voir de nous avant. Ça aide à la confiance en soi. Ça va se dire, si, en fait, il y a ça que je fais bien. Il y a ça que je fais bien. Ah ouais, on dit de moi que je suis présente pour les autres. On dit de moi que je suis généreuse, on dit de moi que je suis pétillante, ou que ci et ça. Et cette connaissance de soi que ça apporte, qui est positive, va vitaliser et va vous donner de l'essence dans le moteur. C'est pas de se regarder en disant « Ah, mais je suis super génial » et voilà. Non, c'est pas ça, c'est de le faire vraiment en honnêteté, en disant « voilà, j'ai en moi des capacités que je peux offrir au monde et que les gens voient, que les gens qui m'aiment voient. » Et ça, c'est une partie intégrante de moi. Et quand on est dans l'accompagnement, de la mort ou du deuil, on a souvent tendance à oublier qui on est. Et comment on va aller accompagner quelqu'un si soi-même, on a perdu qu'est-ce qui fait de nous qui nous sommes. C'est compliqué ce que je dis, hein. Si j'accompagne quelqu'un et que j'oublie mes forces, que j'oublie qui je suis dans la beauté que je peux avoir, et que j'oublie de prendre soin de ça, c'est là où ça devient difficile quand on est aidant, c'est de trouver le temps de prendre soin de soi. La qualité de ce que je vais apporter à l'autre va s'amoindrir. Et quand on est aidant, on a souvent tendance à penser que la quantité prime sur la qualité. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense qu'il vaut mieux peu et vraiment bien que beaucoup. Et c'est un peu comme le sandwich au poulet et le sandwich au foie gras. Hein. Le sandwich au poulet, c'est bon, c'est pas cher, ça nourrit un peu. Le sandwich au foie gras, c'est quand même meilleur. C'est beaucoup plus rare. Faire son oraison funèbre, ça permet de mieux savoir les potentiels qu'on a en soi, la force qu'on a en soi.
et de l'intégrer. De dire, ah ouais, en fait, si, j'ai ça en moi. Et ça, c'est utile pour les autres. Je peux faire cadeau de cette partie-là de moi aux autres. À condition, bien sûr, de pouvoir en prendre soin. Préparer sa propre mort et se familiariser avec sa propre mort, puisque la mort de l'autre nous renvoie toujours à la nôtre, d'une certaine façon. C'est se faciliter le deuil. Plus je parle de la mort, c'est comme le sexe. Dans les couples, on parle pas de sexe. Bah ouais, mais en fait, plus on en parle, moins c'est grave, quoi. Bah la mort, c'est pareil. Je crois. C'est ma croyance, hein. Je vous la partage, je vous la propose, vous en faites ce que vous voulez. Mais je crois que plus je parle de la mort, bah plus c'est facile d'en parler. Et que d'avoir parlé de ça, et reparler de ça, et être sûr qu'on s'est bien compris avec l'autre, et vérifier qu'on est bien sur la même longueur d'onde, tout ça, ça permet, quand c'est le moment, de faciliter le deuil. Il y a une raison à ça. C'est qu'on ne se dit plus, et qui, à mon sens, est la pire des choses à se dire, j'aurais dû, j'ai raté ça. Non, si on en parle, on est authentique, et à ce moment-là, la relation, elle prend une couleur d'authenticité. Et moi, quand Françoise est morte, je dis, ah chouette, je ne regrette rien. Rien de ce que j'ai fait ne venait pas du cœur. Rien de ce que j'ai fait n'était pas pour elle et pour la relation qu'on avait. Mais ça a été beaucoup moins douloureux. J'ai pas eu de culpabilité, qui est quand même une des choses les pires. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je lui ai assez dit que je l'aimais? Est-ce que, oh j'aurais dû? Est-ce qu'à ce moment-là, on est tellement envahi, emballé par des émotions qui... Mais même des fois le soulagement sur quelqu'un qui est malade et on se dit, heureusement pour lui qu'il est mort. Et on culpabilise de dire, heureusement, j'ai souhaité sa mort, mais mon Dieu, c'est affreux, on ne souhaite pas la mort. Bah si, on peut la souhaiter. Et de pouvoir jouer avec tout ça, un peu comme jongler avec des balles, derrière, ça permet de... Voilà. Quand on le fait avec les personnes qui sont concernées, ou les animaux qui sont concernés, d'être au clair avec ça. D'abord, ça donne à la relation quelque chose d'encore plus intense et de plus beau. C'est pour ça que ça me rend vivante, parce que ce que j'ai pu vivre avec Françoise me rendait vraiment vivante. Émotionnellement, c'était super. Et puis après, on est beaucoup moins happé par ces émotions qui sont si difficiles et qui s'entremêlent de manière complexe comme ça, et qui nous bouffent. Voilà. Alors, si j'ai une invitation à vous faire, c'est d'aller en parler. Pourquoi la mort, on ne devrait pas en parler? Ça ne l'empêche pas d'arriver. Hein. Et comme disait François, ça ne fait pas mourir. Et que si je vais parler de la mort avec la personne qui est directement concernée, une sœur, quelqu'un qui... Voilà, et parler de la mienne. Et moi, je suis au clair, j'ai mes 2 personnes de confiance, elles savent où sont tout, et c'est fait. Et alors, ça fait du bien. Parce que les 2 personnes que j'ai mises avec moi dans ce pas ce projet, mais enfin ce truc inévitable qui de toute façon arrivera, bah c'est prêt, c'est calé. Et je m'autorise, et si elle veut me dire, ouais, bah finalement, je suis plus trop sûre d'elle, et ben on en reparle. Et à partir de là, et ça nous a donné, ça donne à la relation une couleur très particulière, parce que quoi de plus intime? Quoi de plus nu que ça? On est là, vraiment, on se voit poil, quoi. Hein. Et ça permet, quelles que soient les croyances qu'on ait, hein, qu'on croit à l'incarnation, pas la réincarnation, enfin ce qu'on veut, on s'en fout, mais en tout cas, en parler, ça prépare, ça facilite, et ça donne aux relations une couleur tout à fait particulière, et belle. Et cette beauté-là, pour moi, c'est un peu la même beauté que vous êtes le matin au volant de votre voiture, vous voyez la nature qui se réveille, et là vous dites, waouh, je suis vivante. Et ben c'est ça. C'est cette espèce de transcendance-là, cette chose qui nous transcende, qui est en nous, à l'extérieur de nous, et qui nous nourrit profondément. Et c'est pour ça que parler de la mort, ben, ça rend vivant. C'est ça que je voulais, c'était ça mon propos en fait.